Province de Namur, le podcast. Voici à présent plus ou moins 3 mois qu'elle est disponible et les demandes vont bon train. La brochure 1000 résistantes constitue à la fois le terme et le début d'une démarche initiée par la province de Namur et son service du musée et du patrimoine culturel. Un projet portant donc sur les femmes dans la résistance en province de Namur. On en parle avec celui qui en a été la principale cheville ouvrière, Daniel Noquin. En quelques mots, cette brochure, qu'est-ce qu'on va y trouver donc ? On va y trouver énormément de choses et tout d'abord une liste de noms de femmes résistantes. Alors le titre c'est 1000 femmes résistantes en province de Namur durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'on a mis en exergue en fait ce terme de 1000 femmes ? C'est pour signifier qu'en fait les femmes ont joué un rôle très important dans la résistance et c'était pas gagné d'avance en fait lorsqu'on a commencé le travail en 2024 à l'occasion d'un colloque organisé pour la Journée internationale des droits des femmes par des associations patriotiques, eh bien, ma chef de service, Mélodie Brassine, s'est posé la question, mais où sont les femmes dans la résistance ? Est-ce qu'il y en avait ? Est-ce que ça a eu un rôle important ? Et elle m'a lancé un peu le défi de trouver une femme pour chaque commune, une femme qui a œuvré dans la résistance pour chaque commune de la province de Namur. Il y a 38 communes, donc il me fallait trouver 38 noms. Alors je me suis dit, pour Namur, pour Dinan, ça me semble, à mon avis, assez facile de trouver, il y a déjà eu des recherches. Par contre, pour Vrais-sur-Semois ou des communes beaucoup plus encore éloignées de Namur ou des grandes villes, est-ce qu'il y a eu des femmes dans la résistance ? Et moi, je pensais que c'était un défi très important. J'ai commencé les recherches, j'ai commencé à trouver quelques dizaines de noms, et puis une centaine, et puis finalement, j'ai continué. À ma grande surprise, en fait, j'ai trouvé 1000 noms. Je me suis arrêté en fait à 1000 noms parce que les recherches peuvent encore se poursuivre et il est encore possible de trouver d'autres noms. Donc dès le départ, c'était un projet qui était vraiment bien cadré, quoi. Alors, il fallait... la question était de savoir si les femmes avaient joué un rôle dans la résistance. Il y a eu très peu d'études, très peu de recherches à ce propos. Alors, c'était un peu dans l'air du temps aussi. Donc, on essaie de voir si les femmes ont joué un rôle, si ce rôle a été occulté. Et donc, la question était de savoir si oui ou non, il y avait des femmes dans la résistance. Et la réponse, naturellement, est oui. C'est vraiment étonnant de voir comment, en fait, l'image qu'on a gardée du résistant, eh bien, c'est un homme armé qui fait le coup de feu face aux Allemands, qui fait sauter des wagons de train, de marchandises, etc. Mais on a très peu l'image d'une femme. Sinon, l'image d'une femme qui transmet des courriers sur son vélo, qui cache des armes, qui va porter des messages, ça existe. Mais il y a eu aussi des femmes qui ont dirigé des réseaux de résistance. Il y a eu des femmes qui ont utilisé des armes aussi, qui ont fait sauter qui ont utilisé des explosifs. Donc, les femmes ont joué un rôle très actif, mais ça a été complètement invisibilisé, en fait, après la guerre. D'où l'importance, en fait, de se pencher sur le sujet. Ah ben oui, bien sûr, parce que d'où l'importance de rétablir en sorte une sorte de vérité historique qui, à un moment donné, a été masquée après la guerre. Et aujourd'hui, on sait que ces femmes ont joué un rôle très important, qu'elles ont pris des risques. Elles ont pris les mêmes risques que les hommes. Certaines en sont mortes. Beaucoup ont été déportées dans des camps, notamment le camp de Ravensbrück en Allemagne, qui était un camp spécifiquement dédié aux femmes résistantes, mais aussi aux juives, et à toutes les femmes qui étaient pourchassées par les nazis. Et donc, c'est important, naturellement, de leur faire mémoire et de leur redonner une place aujourd'hui sur les places publiques et de leur rendre hommage. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que, en fait, ce rôle important a été un peu occulté ? Alors, plusieurs facteurs. D'abord, le rôle de la femme dans les années 40, c'est de rester chez elle et de s'occuper de sa famille. Donc ça, c'est vraiment le rôle qui est attribué à la femme à ce moment-là. Mais les femmes vont en sortir parce que pendant la guerre, les hommes, fatalement, ils partent se battre où ils sont emprisonnés. Et donc, les femmes doivent, à un moment donné, entrer vraiment dans la vie active et s'occuper de la chose publique, globalement. Et
donc les femmes vont jouer ce rôle-là. Certaines vont en profiter justement pour s'émanciper et organiser vraiment leur vie comme elles l'entendent. C'est quand même assez marginal. Mais sinon, dans les familles, en fait, on se rend compte que les femmes ont joué un rôle très important de contact, de mise en liaison en fait entre les personnes et surtout de cache, parce que il a fallu cacher non seulement des juifs, des enfants juifs, des familles juives. Il a fallu cacher également des personnes qui ne voulaient pas participer, être réquisitionnées par les Allemands pour travailler, pour le travail obligatoire. Et donc ces gens rejoignaient le maquis et donc il fallait alimenter ces personnes qui se trouvaient dans les forêts ou qui se trouvaient cachées dans des fermes, etc. Et donc les femmes ont joué un rôle très important pour aider toutes ces personnes qui se cachaient de l'occupant allemand. Un rôle finalement qui présente plusieurs visages. Est-ce que ces femmes aussi avaient plusieurs visages? C'était des femmes plus âgées? Est-ce qu'elles étaient mariées? Alors on a un peu de tout. On a des personnes âgées, on a des femmes qui avaient déjà résisté durant la Première Guerre mondiale, qui avaient un peu l'expérience de cette cache et de la résistance en général. Et puis il y avait aussi beaucoup de jeunes filles qui, par idéal ou parce que le papa était engagé dans la résistance ou parce qu'un oncle, une tante, un ami était dans la résistance, se sont engagés pour lutter contre l'occupant. Et il y avait vraiment une vision idéaliste de ces jeunes filles de pouvoir prendre part à l'histoire et résister à une oppression. Est-ce que vous avez en tête, vous parlez d'une jeune fille idéaliste, on va peut-être commencer par là, est-ce que vous avez en tête l'histoire d'une jeune fille qui vous a particulièrement marqué? Alors Madeleine Tasset à Andenne est vraiment l'exemple type de la jeune fille qui veut s'engager. Elle a en 1942, en fait, elle entend parler de la résistance par un ami, elle est dans un train et son ami lui dit « mais engage-toi, viens, moi je suis dans la résistance, rejoins-nous ». Mais elle n'a que 14 ans, donc c'est un peu compliqué, donc elle ne peut pas aller demander non plus à son papa de faire des faux papiers. Et donc elle va demander à un secrétaire communal à Gèves, qui est un ami de la personne qu'elle rencontre dans le train, de lui faire des faux papiers et de lui faire des faux papiers comme si elle avait 18 ans. Et c'est grâce à ces faux papiers qu'elle entre dans la résistance à l'âge de 14 ans. Donc ça, c'est déjà un peu surprenant. Ses premières missions, c'est d'aller... elle est à l'école des Ursulines, ici à Namur, et elle prétexte de toutes sortes de choses, des maladies, etc., pour pouvoir quitter l'école et aller surveiller les entrées et venues de la commandanture ici à Namur, pour voir si des personnes qu'elle connaît, des Andennais ou des Andennaises, rentrent à la commandanture et donc trafiquent avec les Allemands en clair. Alors après, elle va utiliser un vélo pour aller porter des messages, elle va être serveuse dans un restaurant à Dinan pour pouvoir surveiller des membres de la Gestapo qui fréquentent ce restaurant à Dinan. Voilà, elle va jouer toute une série de rôles dans la résistance et elle sera reconnue pour ça. C'est une jeune fille qui a pris le fusil ? Oui, à un moment donné, elle a dû rejoindre le maquis parce qu'elle a été probablement dénoncée, ainsi que son papa. Son papa était également un grand résistant. Et donc, ils ont pris le maquis à Coutis. Et là, elle explique qu'elle l'a pris, effectivement, qu'elle avait une mitraillette et qu'elle allait s'entraîner à tirer dans une carrière. Voilà, donc elle avait effectivement une arme. Je pense qu'elle ne l'a jamais utilisée contre les Allemands, mais elle s'est entraînée pour cette résistance armée. Alors, une très jeune fille qui va prendre le maquis, qui a fait de la surveillance, d'autres types de résistance, pour voir un petit peu quels étaient le rôle de ces femmes. Alors, par exemple, il y a à Gemep-sur-Sambre une dame qui s'appelle Marie Mercier. Elle est plus âgée. Elle tient un café avec son mari, Georges Dumont, à Gemep-sur-Sambre. Et ils sont propriétaires en fait, de ce café. Et ils sont tous deux issus de familles communistes. Et lorsque la Seconde Guerre éclate, en fait, leur café va être vraiment le QG de la résistance à Gemep. Et particularité de ce café, en fait, les caves du bâtiment communiquent avec des caves de bâtiments de la rue qui se trouvent en face du café. Et donc, lorsqu'il y a une rafle, lorsque les Allemands arrivent et veulent éventuellement essayer de trouver des personnes qui sont recherchées, ces personnes communiquent par les caves, s'enfuient par les caves et ça leur permet de s'enfuir. Et c'est grâce un peu à ça aussi que beaucoup de personnes ont été sauvées. Alors, cette dame-là,
qui faisait partie de l'armée belge des partisans. Après la guerre, elle s'engage en politique, elle devient échevine et elle remplacera même le bourgmestre en 1946 lorsque celui-ci sera malade. Elle sera donc la première bourgmestre de Gemep-sur-Sambre, la première bourgmestre femme, bien évidemment. Alors vous parliez également, par exemple, de gens qui ont abrité des personnes qui finalement étaient en danger. Est-ce que vous avez en tête des histoires à ce sujet-là, plus précises chez nous ? Alors on va parler non pas d'une femme mais d'un homme qui a fédéré énormément de femmes, qui a vraiment créé un réseau tout autour de Namur. C'est le fameux abbé André, à Namur très connu parce que c'était en fait le vicaire de la paroisse Saint-Jean qui, à un moment donné, au début de la guerre, va utiliser sa famille, va demander à ses sœurs de cacher une famille juive. Et puis il va se rendre compte qu'en fait il y a énormément de juifs qui essaient de se cacher, et donc il va multiplier en fait les contacts qu'il a en tant que curé pour essayer de trouver des familles hébergeuses de ces enfants juifs ou de familles juives. Et ça va être très très important puisqu'il sera soutenu par des organisations juives, soutenu même par des réseaux communistes qui vont lui amener de l'argent, parce qu'il faut bien sûr pouvoir donner à manger à toutes ces personnes. Il n'y a pas de magasin, il y a des tickets de ravitaillement, donc il faut avoir des faux tickets de ravitaillement ou en voler, voilà. Donc il y a tout un réseau qui va créer, qui va être très très important, et on estime à la fin de la guerre qu'il aura sauvé 250 enfants juifs. Aucun des enfants chez qui il est passé ne sera pris par les Allemands. Et petit détail, en fait, la maison paroissiale où il hébergeait une grande partie des enfants qui étaient en transit avant de partir vers des familles, cette maison des œuvres de la paroisse était située place de l'Ange, juste à côté d'un bâtiment qui était tenu par la Gestapo. Et donc, il était vraiment aux premières loges, et c'était un peu incroyable qu'il prenne autant de risques, et il n'a jamais été pris. Il a dû quand même se cacher à la fin de la guerre parce que des lourds soupçons pesaient sur lui, mais finalement, il a pu s'en sortir. Est-ce que ces histoires, finalement, dont vous nous parlez, elles ont été faciles à trouver ? Alors, l'histoire de l'abbé André, elle est très connue parce que l'abbé André dispose encore aujourd'hui de beaucoup d'amis et il y a même un mouvement qui voudrait le faire reconnaître comme saint. Donc voilà, donc il y a beaucoup de documents qui existent. Mais donc, par contre, des histoires il y a des histoires qui n'ont pas encore été vraiment mises aux yeux des grands publics, et donc c'est intéressant de pouvoir justement leur montrer. C'est ce qu'on essaie au travers de la brochure, c'est de faire toute une série de portraits de personnes différentes pour montrer que la résistance, en fait, ça part de... il y a des familles communistes, il y a des jeunes idéalistes, il y a des propriétaires de châteaux aussi qui vont cacher des enfants juifs dans leur château, par exemple à Onhé, le château d'Ostemré. Et donc, il y a beaucoup de châteaux aussi qui ont accueilli, donc ici, qui ont caché des enfants juifs. Il y a des paysans qui ont, dans leurs fermes, qui ont aussi caché des gens. Enfin, toutes les classes sociales, en fait, se sont à un moment donné mobilisées pour pouvoir résister à l'occupant. Bien sûr, tout le monde n'est pas entré dans la résistance, soyons clairs, mais la résistance, ce n'était pas le fait de quelques individus, c'était vraiment très répandu. Et ces histoires, on ne les connaît pas toutes, et l'objectif de la brochure, c'est aussi de permettre d'en révéler d'autres. Alors moi j'ai fait une liste de 1000 noms plus ou moins, mais je n'ai pas fait de recherche naturellement pour chaque nom que je cite. Il faut savoir aussi que cette liste elle n'est pas du tout finalisée, terminée. Il y a encore possibilité de trouver bon nombre de résistantes. Et donc c'est un peu un appel que je lance à toute personne qui est intéressée par le sujet, c'est dans sa famille. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, est-ce qu'il n'y aurait pas une femme qui aurait fait partie de la résistance ? Voilà, il faut en parler parce qu'à un moment donné, on a oublié ces histoires, on les a tues. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faut en parler parce que les témoins, naturellement, disparaissent rapidement au fur et à mesure. Dans quelques années, il n'y aura quasiment plus de témoins directs. C'est très difficile déjà de trouver encore des personnes qui étaient dans la résistance à cette époque-là aujourd'hui. Mais via des témoignages de parents, etc., il est encore possible de relater, de raconter
raconter les histoires. Donc je lance un appel à tous les habitants de la province de Namur qu'ils réfléchissent, qu'ils posent des questions dans la famille pour voir si effectivement il n'y a pas des histoires familiales à reconstituer, retrouver des photos, retrouver des bribes d'informations qui ont été données ci et là. Ça pourrait faire l'objet d'autres ouvrages et en tout cas ramener ces histoires-là dans la mémoire collective. Il y a vraiment un objectif de transmission, donc la brochure ne s'arrête pas, n'est pas une fin en soi en fait. Ah non, l'idée c'est pas d'aller chercher des noms enfin voilà, c'est vraiment reprendre le passé parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on est dans une période un peu compliquée politiquement et qui a quand même quelques similitudes avec la période avant la Seconde Guerre mondiale, le montée des nationalismes, etc. Et donc c'est important de pouvoir rappeler qu'à un certain moment, l'extrême droite, le fascisme, ça peut amener à des choses qui sont vraiment fort désagréables. Et voilà, donc il faut savoir que ça existe et que des personnes se sont élevées à l'époque pour résister, pour ne pas accepter d'être d'une dictature. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir le rappeler et rappeler qu'aujourd'hui aussi, il faut résister, bien évidemment. Alors, donc, on a un projet de transmission, un projet transgénérationnel aussi, puisque vous avez fait appel pour la brochure à de très jeunes historiens. Oui, tout à fait. Donc, la brochure, donc moi, j'ai fait mes recherches de mon côté, mais j'ai aussi demandé, en fait, à l'Université de Namur, et notamment aux étudiants d'Axel Tixon, qui est professeur d'histoire à l'Université de Namur, de faire des recherches sur les différents portraits qu'on a déterminés et qui se trouvent dans la brochure. Et donc, les étudiants ont vraiment participé à ces enquêtes, en fait, vraiment des enquêtes de terrain. Et certains ont même retrouvé des membres de famille des personnes dont il est question, et ont retrouvé des photos, etc., que nous avons publiées. Alors, cette brochure, finalement, maintenant, elle est là. Comment elle est reçue ? Vous avez des retours de terrain, justement ? Alors, ce qu'on a voulu, c'est que cette brochure soit distribuée le plus largement possible, donc elle ne soit pas réservée à quelques spécialistes. D'ailleurs, elle est écrite aussi dans un langage non pas d'historien, mais vraiment un langage courant, pour que chacun puisse appréhender facilement cette histoire. Et donc, on l'a distribuée, on a voulu qu'elle soit distribuée aussi très très largement. Donc, si vous voulez la trouver, elle se trouve soit à l'administration communale, donc vous faites appel à l'administration communale. Parfois, il y a des petits manques, mais donc il suffit de demander qu'on en renvoie. Mais donc, dans les administrations communales, dans les centres culturels, dans la bibliothèque de votre quartier, il y en a. Il y a également des brochures dans les offices de tourisme. Voilà. Donc, on a vraiment distribué cette brochure partout. S'il en manque, il faut en redemander parce qu'on vient en ramener sans problème. Et l'idée, c'est que chacun puisse en avoir. Et demain, peut-être avoir une exposition sur le sujet ? Alors oui, ça c'est la version numéro 2, c'est que, et effectivement il y a eu des retours, vous me posiez la question des retours, j'ai eu pas mal de personnes qui saluent l'initiative, mais aussi qui disent, mais moi dans ma famille, j'ai cette personne, alors je leur dis, mais faites les recherches, entamez les recherches, envoyez-nous les résultats de vos recherches et ça fera peut-être l'objet d'une exposition itinérante. Ça, c'est la deuxième phase du projet. C'est que cette exposition, une exposition va être créée. Elle sera diffusée sur l'ensemble de la province et dans chaque localité où on s'arrêtera, dans chaque commune, en fait, on sollicitera les habitants pour amener les histoires locales, bien évidemment. 1000 résistantes, c'est le nom de cette brochure réalisée par le service des musées et du patrimoine culturel de la province de Namur. Une brochure que l'on peut donc se procurer dans bien des endroits, vous l'avez évoqué, et puis aussi des endroits où on peut éventuellement indiquer qu'on a soi-même des témoignages à partager. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.